Une île d'acier flottante, haute comme un immeuble de 23 étages. Œuvrant à 1500 mètres de profondeur. Pour forer les fonds marins jusqu'à près de 10 000 mètres. Une merveille technologique qui permet au monde de satisfaire sa soif de pétrole. Une très forte concentration d'hommes et de machines. Ces hommes risquent leur vie tous les jours. Ici, c'est toujours l'homme contre l'acier. Et l'acier ne fait pas de cadeaux. Mais quand un ouragan monstrueux s'abat sur le golfe et malmène les plateformes, c'est un quart de la production de pétrole des États-Unis qui s'arrête. Il appartient à cette équipe de récupérer les morceaux et de faire son possible pour remettre la machine en route. Il s'agit de continuer à relever le défi technologique le plus incroyable qui soit. Forer les fonds marins pour trouver du pétrole. À 241 km des côtes de Louisiane, dans des eaux de plus de 1500 mètres de profondeur, une usine flottante s'élève dans le golfe du Mexique. Une machinerie de l'ère spatiale, conçue pour découvrir un trésor vieux d'une centaine de millions d'années. Le pétrole, cet or noir qui régit le monde moderne. L'EVA 4000 n'a été conçu que pour ça. C'est une des plus grandes structures mobiles que le monde ait connues. Elle doit accomplir ce miracle permanent. Forer et trouver du pétrole sous les eaux du golfe du Mexique. Une grande partie de l'économie mondiale dépend de ses performances. Un champ pétrolifère sous-marin peut produire 250 000 barils de brut en une seule journée. De quoi remplir le réservoir de 250 000 voitures. Mais ça reste peu de choses par rapport à la demande du marché. Chaque jour, de par le monde, on consomme jusqu'à 80 millions de barils de pétrole. Et à moins d'un changement, dans les 50 prochaines années, il faut s'attendre à ce que la demande d'énergie soit doublée. Il n'existe à ce jour qu'une centaine de plateformes d'exploration en haute mer. Il faut 4 ans et 100 millions de dollars pour en construire une nouvelle. C'est pour ça que l'EVA 4000 est très demandée. Elle est parfaitement équipée pour explorer les eaux profondes, loin des côtes, à la recherche de l'or noir. Le pont de l'EVA a la taille de 10 terrains de basket. Sa tour de forage fait 51 mètres de haut. Et elle flotte sur une coque capable de garder 13 600 tonnes à flot. Les dimensions de ce géant frappent l'imagination. Même aujourd'hui. C'était inconcevable il y a 150 ans, à l'époque du premier puits de pétrole. 1859, Titusville, Pennsylvanie. Le premier derrick de l'histoire découvre du brut à une profondeur de 21 mètres. À partir de là, la recherche du pétrole s'étend à tous les continents, excepté l'Antarctique. Pendant des décennies, les puits situés sur la terre ferme suffisent à la consommation mondiale. Mais la demande s'accroît et beaucoup de champs de pétrole sont à sec. Les compagnies décident de développer les forages de brut dans les eaux riches en pétrole, comme celle du golfe du Mexique. Ces points
indique la répartition des plateformes dans le Golfe. De 1960 à 1990, 4000 plateformes ont surgi dans les eaux peu profondes, proches des côtes. Mais face à la demande, les réserves s'épuisent très vite. Les compagnies s'éloignent de plus en plus des côtes. Elles vont prospecter des fonds marins, approchant les 2500 mètres. Et les ingénieurs construisent des machines dont on n'osait même pas rêver. L'industrie pétrolière en mer est une des technologies les plus avancées au monde. L'EVA 4000 est l'une des plateformes les plus grandes et les plus robustes. De celles qui opèrent dans des eaux si éloignées des côtes qu'on les a longtemps crues inexploitables. Mais évidemment, cette audace a son prix. Aussi loin dans l'océan, ces grosses machineries sont exposées à des menaces constantes. Les explosions, l'acharnement des vagues et le pire de tous les ennemis, l'ouragan. Août 2005. L'ouragan Katrina se profile à l'horizon. En quelques jours, il va inonder la Nouvelle-Orléans et dévaster toute la côte. Mais en mer, un autre drame se déroule. 4000 plateformes de forage et de pompage sont directement exposées. Elles vont bientôt se retrouver dans l'œil du cyclone. Katrina s'abat sur ces usines flottantes. Plus de 20 000 ouvriers sont obligés d'être évacués. 99% des puits de pétrole sous-marins sont fermés. L'EVA 4000 doit affronter l'un des ouragans les plus destructeurs et les plus puissants que l'on ait jamais enregistrés. Des vents de 270 km/h. Des vagues de 24 mètres. Les vents sont d'une férocité rare. La pluie tombe à torrents. Et comme vous le voyez, les vagues sont toujours aussi violentes. Et cette tempête est loin d'être finie. Pendant 48 heures, la tempête s'acharne sur les installations pétrolières. Une fois le calme revenu, l'ampleur des dégâts stupéfie les industriels. Plus de 50 plateformes sont endommagées ou détruites. Une demi-douzaine se sont détachées de leur point d'ancrage. L'une d'elles a été propulsée à 130 km de son point d'ancrage. Une autre s'est écrasée contre un pont suspendu, à Mobile, en Alabama. Une troisième a été rejetée sur le rivage. La perte est colossale. Dans les jours qui suivirent, le monde entier ressentit l'impact de la tempête. On est dans un marché. Quand il y a une perturbation aux États-Unis, le prix du pétrole grimpe immédiatement. Tout le monde doit payer, que ce soit les Allemands, les Japonais ou les Chinois. On en paye tous le prix quand il y a une crise sur le marché mondial du pétrole. L'essence est devenue un produit rare. Les files d'attente sont énormes. Et très peu de stations-service sont ouvertes. Aux États-Unis, le prix de l'essence à la pompe augmente à vue d'œil, de près de 15 cents par litre. Il est temps que l'EVA 4000 reprenne sa mission. À chaque journée d'interruption de production, c'est 1 million de barils de pétrole qui ne sont pas livrés sur la terre ferme. Les équipes se mettent tout de suite au travail. Elles feront l'impossible pour remettre au plus vite ce monstre dans les eaux du Golfe, où il devra continuer à relever un des plus grands défis des temps modernes.
trouver du pétrole à des milliers de mètres sous la mer. La plateforme de forage EVA 4000, endommagée par Katrina, trône au milieu d'un chantier naval du Texas. À chaque jour de fermeture de ce géant d'1 demi-milliard de dollars, c'est un nouveau puits qui n'est pas foré. Et on sait qu'en 24 heures, un seul champ pétrolifère peut répondre aux besoins journaliers de 4 millions de personnes. Une course contre la montre, frénétique, pour remettre la plateforme en état, commence. Les ouvriers du chantier naval s'activent pour réparer les dégâts causés par l'ouragan. C'est une tâche gigantesque. Chaque centimètre de cette énorme machinerie doit être vérifié. Ces installations sont conçues pour creuser dans la croûte terrestre jusqu'à 8000 mètres de profondeur et dans des mers très dangereuses. Il faut examiner les 4 composantes qui assurent le bon fonctionnement de l'ensemble. La coque, le système d'ancrage, le pont et la tour de forage. La coque est un flotteur géant, une sorte de gilet de sauvetage en acier. Un immense triangle de 106 mètres de large, supportant 6 grandes colonnes. Chaque colonne est remplie d'air, ce qui permet de garder à flot cette structure de 15 000 tonnes. Au-dessus de la coque, le pont, plus grand qu'un terrain de football, assez solide pour porter jusqu'à 910 tonnes de tuyaux de forage. 2 grues de 48 mètres et une plateforme pour hélicoptère. Mais le pont et la coque ne sont là que pour soutenir la star de l'installation, la tour de forage. De la taille d'un immeuble de 15 étages, son rôle, faire descendre les tuyaux de forage jusqu'au fond marin et bien au-delà. Elle peut soutenir 680 tonnes d'acier, soit plus que le poids de 75 bus scolaires bien remplis. Pour maintenir toute l'installation sur le site choisi, le système d'ancrage. 9 énormes treuils, 3 à chaque angle de la coque. Il régule la tension du câblage en acier. Relié aux ancres sous-marines, à environ 700 mètres. Ces amarres se sont rompues sous la force de l'ouragan et la plateforme est partie à la dérive. Mais elle a eu de la chance. Elle est réparable. D'autres plateformes ont été touchées plus durement par le pire des ouragans que l'industrie pétrolière ait connu. Oh, il a cassé plein de plateformes. C'est le pire ouragan de l'histoire du pétrole en mer. Moi, je me suis posé sur l'une d'elles en hélicoptère. Il y a une semaine, la tour de forage s'est écroulée et s'est retrouvée au fond de l'océan. L'EVA a survécu à cette chaude alerte, mais elle a besoin d'une sérieuse remise en état. Défi numéro 1, réparer les amarres qui ont beaucoup souffert. Voilà ce qu'il faut pour amarrer une telle plateforme. Des câbles de large diamètre, accrochés à des chaînes dont chaque maillon est plus gros que la tête d'un homme. Le câble d'acier constitue la partie supérieure de l'amarre. On le déroule avec les treuils qui sont sur le pont. La chaîne d'acier constitue la partie inférieure. Beaucoup plus lourde que le câble, elle donne du poids à l'ensemble. C'est elle qui est reliée à l'ancre. Peu de gens pourraient soulever un seul maillon de cette chaîne monstrueuse. L'épaisseur du métal est de 7 cm. Chaque maillon pèse 32 kg.
et la longueur de la chaîne est de 1300 mètres. Au total, ça vous fait en gros un poids de 453 tonnes pour chacune des 9 amarres attachées à la plateforme. Les membres de l'équipe doivent relier le câble d'acier à la lourde chaîne. Comme pour le reste, cet accrochage nécessite un mélange de technologie et de muscles. Ces amarres peuvent subir jusqu'à 453 tonnes de tension. Elles pourraient résister à la puissance combinée de 5 avions de ligne. Elles ne céderaient pas. Il reste encore à accrocher des ancres de 5,50 m et pesant 13 tonnes à l'extrémité de chacune des 9 chaînes. Leurs pattes pointues s'enfonceront de 12 mètres dans le sol marin. Elles essaieront une fois encore de maintenir la plateforme en place. Mais Katrina a démontré que la technologie ne résistait pas toujours à la puissance de la nature. Après des semaines de dur labeur, les amarres et la coque sont prêtes à fonctionner. Mais l'élément le plus critique reste à vérifier. Le joyau de la plateforme, la tour de forage. Tout en haut de la structure, les ouvriers s'assurent que les milliers de boulons soient bien serrés, centimètre par centimètre. Ils finissent de réparer les dégâts infligés par l'ouragan. C'est un numéro d'équilibriste, méthodique et précis, que seuls des ouvriers spécialisés peuvent assurer. Il ne suffit pas d'être un bon ouvrier pour faire ça. C'est très dur avec ces poutrelles disposées en oblique. En plus, ce n'est pas plat, c'est creux. Sur la structure, les poutres maîtresses sont disposées en oblique pour résister à la pression générée à l'intérieur de la tour. Mais évoluer sur une poutre disposée en oblique est loin d'être évident. Beaucoup d'ouvriers qualifiés ont essayé, mais ils n'y arrivent pas. Ils ne savent pas évoluer sur ce genre de structure. Les ouvriers montent et descendent. L'équilibre est instable. Et ils doivent quand même resserrer les boulons. Un faux pas, et c'est le grand plongeon. Il s'écrase 50 mètres plus bas, sur le pont. Bon sang, c'est pas facile, hein? Une fois le dernier boulon serré, le VA4000 est prêt à retourner sur son lieu de forage. Des remorqueurs vont la ramener vers le large. Mais la sortie du dock est délicate. Allons-y, c'est la dernière. Faut attendre qu'ils aient terminé. Si elle se met à dériver dans le courant du chenal, rien ne pourra l'arrêter. Larguez celle-là. Faut y aller franchement maintenant. Vous ramenez tout là-haut. Les ouvriers larguent avec angoisse les amarres qui la maintenaient à quai. Attention, faut les mêmes tensions dans les deux Protégez amarres. vos mains. Donnez du mou. La plateforme de 15 000 tonnes dérive lentement. Pour l'instant, on ne sait pas très bien de quel côté elle va aller. C'est comme essayer de remorquer un immeuble de 23 étages. Les moteurs de 13 500 chevaux du remorqueur ne sont pas de trop pour dompter le monstre et le diriger vers la haute mer. Avec une moyenne de 6 km à l'heure, il faudra 5 jours pour que la plateforme retrouve les eaux profondes du Golfe. Notre première opération en arrivant au large sera de manœuvrer les ancres et les chaînes. Ensuite, on reprendra les choses là où on les avait laissées. Ce chasseur d'or noir aura besoin de la collaboration maximale de toutes ses composantes
pour accomplir cette incroyable prouesse technologique. Trouver le pétrole qui pourrait être enfoui à 8000 mètres sous la mer. Il y a des semaines que l'ouragan Katrina a dévasté le golfe du Mexique. Dans les champs pétrolifères marins, les dégâts sont très lourds. Quand la perte journalière s'élève à 1,5 million de barils, c'est le monde entier qui en subit les conséquences. La plateforme EVA 4000 essaie de reprendre son activité au plus vite. Mais d'abord, elle doit retrouver le gisement pétrolifère, quelque part par ici, à plusieurs kilomètres des côtes de Louisiane, au-delà du plateau continental. Nous sommes dans des eaux profondes. Les fonds peuvent atteindre 1800 mètres. Il y a de vastes champs de pétrole, quelque part là, en dessous. Mais où? Il faut une carte au trésor pour les trouver. On l'analyse dans des réunions ultra secrètes, à l'aide d'outils technologiques dernier cri. Pour repérer les gisements, les géologues font rebondir des ondes soniques sur le fond de la mer pour créer des instantanés photographiques des couches rocheuses et transformer les données en images en 3 dimensions. Voici à quoi ressemble une carte au trésor pétrolière. Il n'y a pas de croix pour marquer l'endroit, seulement de faibles indices comme des dômes de sel, indiquant où le pétrole pourrait se cacher. Les enjeux sont élevés. L'issue est incertaine. Ces cartes de haute technologie ne sont que des suppositions éclairées. Dans ces eaux profondes, il y a toujours un risque d'erreur. Personne n'est jamais sûr d'avoir trouvé du pétrole tant qu'il n'est pas tombé dessus. Il n'y a aucune donnée qui puisse garantir la présence du pétrole, qu'elle soit sismique ou pas. Ça ne reste jamais qu'une hypothèse. Le forage du puits est vraiment le dernier test. L'EVA 4000 est au-dessus d'un gisement pétrolifère potentiel. Mais le forage ne peut pas encore commencer. Il faut d'abord attacher la plateforme au fond de la mer avec 9 ancres gigantesques. C'est une opération à risque. Quand on travaille avec des engins aussi énormes, dans des eaux profondes, tout est dangereux. Ces hommes risquent leur vie tous les jours. Ici, c'est toujours l'homme contre l'acier. Et l'acier ne fait pas de cadeau. L'endroit peut être dangereux. On a envie de rentrer chez nous. Et si possible, dans le même état que celui dans lequel on est parti. Quand on graisse les chaînes, les engrenages ou des choses comme ça, attention où on se place. On peut vite se faire coincer. Une grue fait tournoyer une ancre de 13 tonnes au-dessus du pont du bateau d'assistance. C'est bon, entamez la descente! Ce n'est qu'une des 9 ancres nécessaires au maintien de l'EVA 4000 sur le site choisi. Le bateau d'assistance transporte l'ancre jusqu'à son point de chute, à plus de 1500 mètres. Hey Jimmy, est-ce qu'il faut encore vérifier l'encre? C'est fait, il y a 2500 mètres de cap de déroulé. Oui, de mon côté, tout est prêt. À elle seule, l'amarre pèse déjà plus de 204 tonnes. Est-ce qu'il faut encore vérifier l'encre? C'est fait, il y a 2500 mètres de cap de déroulé. Number 7 anchor winch. Come in, Jimmy Romero. Yeah, go ahead. Yeah, roger that. That's 8,250 feet of wire out. I'm all stopped and everything's locked down. Le câble de 240 tonnes doit faire basculer l'ancre dans l'eau. Un homme vérifie une dernière fois les attaches
avant de se mettre à l'abri. Il faut 15 minutes pour que l'ancre touche le fond, à environ 1600 mètres. La plateforme est stabilisée. Le VA 4000 peut revenir à son objectif. Forer en eau profonde et défier l'impossible. Quand j'ai commencé, la notion d'eau profonde, c'était 600 mètres. Maintenant, 1600 mètres pour nous, c'est à peine profond. Ça évolue très vite. Pour travailler, cet environnement est plus inhospitalier que l'espace. C'est beaucoup trop profond pour l'homme. Le record de plongée sous-marine est d'un peu plus de 300 mètres. Le VA 4000 travaille dans des eaux 5 fois plus profondes. À cette profondeur, la pression tuerait un homme. Elle lui écraserait les poumons. Mais les opérateurs de forage ont besoin de voir si le trépan atteint sa cible et de visionner tout ce qui se passe. Les ingénieurs ont conçu un véhicule télécommandé super équipé, le ROV, pour assurer le travail. Il est capable de supporter des pressions de plus de 907 kg par centimètre carré. Un robot sous-marin conçu pour aller là où aucun être humain ne pourrait survivre. Avant, c'était les plongeurs qui faisaient tout le boulot. Si vous perdez un ROV pour une raison ou pour une autre, ce n'est qu'une machine. Ce n'est pas comme de perdre une vie humaine. Et puis, c'est plus performant qu'un plongeur. Le ROV sera à la fois les yeux et les mains de l'équipe qui travaille en salle des contrôles. Une caméra vidéo envoie des images sombres et froides des profondeurs. Le ROV se met en position. Tout est en place. Le forage peut commencer. Allez, au travail! Le trépan ouvre la voie. L'équipe doit assembler l'arbre de forage, élément par élément. Une forêt de tuyaux d'acier se tient prête aux abords du trou central. À côté de ces tuyaux de 28 mètres, les hommes paraissent tout petits. En eau profonde, il faut 40 de ces tuyaux vissés les uns aux autres, rien que pour atteindre le sol marin. Cette plateforme est prévue pour assembler jusqu'à 300 de ces tuyaux et creuser jusqu'à près de 10 000 mètres dans la croûte terrestre. Au début, le travail se fait rapidement. En 1 heure, le VA 4000 fait descendre plus de 600 mètres de tuyaux. Au bout de 3 heures, le trépan va tournoyer au-dessus de sa cible. Les géologues ont choisi cet endroit en s'appuyant sur les données fournies par le sonar. Si leur intuition est bonne, il devrait y avoir du pétrole là en dessous, à 9000 mètres de profondeur. Maintenant, c'est à la perforatrice de jouer. Elle doit creuser un trou de la taille du mont Everest. Le sable et la vase tourbillonnent, alors que le trépan fait son chemin dans les couches molles. Mais en dessous, avec la roche dure, on doit changer de trépan tous les 300 mètres. Au bout de 1200 heures de travail, la perforatrice atteint la barre des 1200 mètres. Mais c'est là que les opérations doivent s'arrêter et qu'on doit remonter l'arbre de forage.
Si le trépan atteignait la nappe de pétrole maintenant, l'or noir se répandrait dans l'océan. Il faut sécuriser le puits avant de continuer à creuser. La pression est intense, sous la mer comme sur le pont. On sait que la moindre fausse manœuvre peut déclencher une catastrophe écologique. Il y a des semaines que l'ouragan Katrina a dévasté la production de pétrole dans le golfe du Mexique. La crise pétrolière continue de faire rage. À la pompe, les prix atteignent des sommets. Le gouvernement américain décide de puiser dans ses ressources stratégiques pour stabiliser l'approvisionnement. Le marché mondial du pétrole a les yeux tournés vers le golfe du Mexique, guettant la reprise de l'activité des plateformes. L'EVA 4000 est toujours à 8000 mètres de son objectif. Dans le Golfe, les hommes travaillent jour et nuit. Mais ce qu'ils ont à faire prend du temps. Ils s'apprêtent à mettre en place la pièce la plus lourde du puzzle. Le BOP, le protecteur. Rien n'entrera ou ne sortira du puits sans passer par lui. 15 mètres de haut, 2300 kg, équipé d'un système de visionnage à distance. Le BOP est une sorte de gros robinet qu'on place sur la conduite. Il est capable d'arrêter le jaillissement du pétrole en 15 secondes. L'EVA 4000 doit poser ce monstrueux mécanisme sur la conduite de pétrole. Là, en bas. C'est comme essayer d'atteindre une cible de 50 cm du haut du Grand Canyon. Un tube spécialement conçu, la colonne montante, descendra de la plateforme pour fixer le BOP. Elle offrira un passage étanche à la perforatrice et aux produits chimiques nécessaires à l'attendrissement et au déblaiement de la roche dure. L'ensemble pèse la bagatelle de 900 tonnes. Normalement, la tour de forage ne pourrait pas supporter une telle charge. Mais les ingénieurs se sont arrangés pour que les eaux profondes travaillent dans l'intérêt de la plateforme. Ils emballent ce gros bébé dans de la fibre de verre. Il pourra flotter et soulager ainsi la tour de forage. Au bout de 24 heures, le BOP s'approche de sa cible. C'est un moment délicat. Si le BOP heurte la conduite de pétrole, il peut endommager l'ouverture et retarder sérieusement les opérations. La colonne montante lutte contre de puissants courants. L'ensemble de la plateforme modifie sa position, centimètre par centimètre, pour se situer à l'endroit exact. C'est réussi. Le BOP s'est posé au bon endroit. La perforatrice peut continuer à creuser. Courage et technologie ont permis d'en arriver là. Le dessin de la carte au trésor, l'installation des ancres. Ce forage qui a demandé 17 000 heures de main-d'œuvre. Et pourtant, à cet instant, personne n'est sûr qu'il y ait quelque chose là en bas. Le forage continue. 3000 mètres, 6000 mètres, 9000 mètres à l'intérieur de ce sol marin. Le pétrole. Ce trésor géologique qui vaut des millions de dollars. Maintenant, la voie est libre. Tout ce travail a fini par payer.
L'EVA 4000 a rempli sa mission. Elle a trouvé du pétrole à plus de 8000 mètres de profondeur. Mais son rôle est de forer, pas d'extraire le pétrole. L'EVA 4000 va se déplacer ailleurs, à la recherche d'un nouveau gisement. Une plateforme encore plus grande va la remplacer pour pomper le pétrole et l'acheminer vers les raffineries terrestres. La plateforme de pompage devra peut-être rester pendant des décennies à la même place. Et cela, quelles que soient les surprises que le Golfe lui réserve. Sa mission, extraire le pétrole et le gaz naturel qui se trouvent au fond de la mer. Trier les impuretés et acheminer le pétrole et le gaz vers le rivage à 200 km de là. Les constructeurs de plateformes se sont longuement posé la question de savoir comment garder ces géants d'acier flottants ancrés et stables dans des mers démontées et dans des eaux profondes. C'est l'ingénieur Ed Horton qui trouva la solution. Elle lui avait été inspirée par la mission qu'il avait effectuée à bord d'un sous-marin. Vous arrivez dans des mers difficiles et vous êtes sérieusement ballotté. Mais si vous descendez à 60 mètres sous l'eau, vous vous sentez très bien. On est beaucoup mieux qu'en surface. L'invention de Horton, le spar, une grosse coque cylindrique de plusieurs centaines de mètres de long. Le spar est efficace parce que dans une mer profonde, plus on s'enfonce sous la surface de l'eau, plus les vagues deviennent petites. Une vague de 8 mètres en surface ne fera plus que 80 cm, 200 mètres en dessous. Le spar flotte nettement en dessous de la surface. Il est en contact avec des vagues d'eau profonde nettement plus petites et il reste stable, même dans les mers réputées difficiles. 1996. Dans le golfe du Mexique, un bateau remorque la plateforme Neptune dans des eaux d'une profondeur d'environ 600 mètres. Des équipes remplissent la plateforme d'eau de mer pour l'alourdir et pour qu'elle puisse basculer. En théorie, le concept est génial. Mais nul ne sait si ce cylindre de 12 000 tonnes va vraiment basculer. Après 10 ans de travail de conception et de construction, il ne faut que 72 secondes pour que ce cylindre de 215 mètres bascule à la verticale. C'est l'une des expériences technologiques les plus folles que le monde ait connues. Un véritable miracle d'ingéniosité. Et l'exploration des fonds marins ne sera plus jamais la même. La première fois que j'ai vu Neptune se renverser, quelle excitation! Le succès de Neptune marque le début d'une nouvelle ère pour les plateformes de haute mer. Les compagnies se déplacent vers des eaux de plus en plus profondes et construisent des plateformes de plus en plus grandes, ce qui entraîne l'apparition d'une nouvelle génération de spars. Voici la plateforme Gunnison, un chef-d'œuvre. Elle est conçue pour fonctionner à une profondeur de 900 mètres. Cette merveille est le fleuron d'une nouvelle génération de spars, le spar renforcé. Au début, les spars avaient des coques entièrement rigides. Désormais, la nouvelle coque n'est solide que pour moitié. Sa partie basse est une structure à claire-voie, avec 3 plaques horizontales. Ces plaques permettent de retenir l'eau, créant un énorme cylindre liquide qui
qui aide à stabiliser l'ensemble. Ce concept ingénieux économise de l'acier et permet de supporter plus de poids. À côté de ces énormes morceaux de coque cylindrique, les semi-remorques ont l'air de jouets d'enfants. Ils devront en acheminer une dizaine. D'énormes remorqueurs tirent la plateforme Gunnison jusqu'à l'endroit du gisement. Le spar flotte au-dessus de l'endroit où la plateforme de forage a creusé le puits. Les équipes l'ont rempli d'eau et la Gunnison entame sa plongée dans les profondeurs. Au bout de 23 heures, 14 000 tonnes d'acier sont stabilisées. Le spar a une hauteur de 152 mètres, à peu près celle des tours de la Défense. Le défi suivant sera d'amarrer le spar à cet endroit. Cette plateforme devra résister aux turbulences du Golfe pendant des décennies. Des ancres comme celles qui ont été utilisées sur l'EVA 4000 ne suffiraient pas. Pour ces structures, il a fallu inventer autre chose. Des piliers d'acier ont été conçus spécialement pour s'enfoncer profondément dans le sol marin. Des marques indiquent leur longueur totale, 220 pieds, soit 66,80 mètres. Les ingénieurs utilisent ces marques pour réguler la profondeur de l'ancrage. Un bateau d'assistance les fait descendre dans les eaux du Golfe. Une fois placés, ces ancres risquent d'être encore là longtemps après l'assèchement des gisements. Après un ancrage aussi efficace, tout est prêt pour l'édification d'une des merveilles des temps modernes. Une plateforme de pompage de pétrole et de gaz naturel, entièrement équipée, sera installée au-dessus du spar flottant. Un véritable immeuble de 3 étages, abritant les pompes à pétrole, les installations de traitement et les logements des ouvriers. Une grue géante l'amène au-dessus des 4 points d'attache qui doivent la relier au spar. La structure de 10 000 tonnes plane dans les airs, comme un vaisseau spatial, au-dessus d'une aire d'atterrissage assez fantastique. La plateforme et le spar s'emboîtent parfaitement, comme un mécano géant. C'est une réussite totale. La cité flottante du futur est achevée. Cette plateforme va pomper et traiter jusqu'à 40 000 barils de pétrole et 5 600 000 mètres cubes de gaz naturel par jour. Ce qui représente un chiffre d'affaires journalier de 4 millions de dollars pour une seule plateforme. 24 personnes suffisent pour surveiller le processus 24 heures sur 24. Les machines font presque tout le travail. Elles extraient le pétrole brut des fonds rocheux et trient automatiquement le gaz naturel. Le gaz excédentaire est brûlé. Pendant des millions d'années, le pétrole est resté enfoui, hors de portée de l'homme. Aujourd'hui, la technologie du XXIe siècle l'achemine vers la civilisation. Un vaste réseau de pipelines sous-marins achemine le pétrole jusqu'aux raffineries situées sur la côte. Quand tout marche bien, ce n'est que routine et sécurité. Mais en un clin d'œil, le pire peut arriver. Et ces super plateformes peuvent se transformer en brasiers mortels. Un des accidents les plus spectaculaires de l'histoire de l'industrie du pétrole nous a montré à quel point les plus grandes plateformes du monde peuvent être vulnérables. Mars 2000. Le gouvernement brésilien
lance la plus grande plateforme en eau profonde qui ait jamais existé. Elle s'appelait la Petrobras 96. Très vite, elle allait pomper 180 000 barils par jour et travailler dans des eaux de près de 1500 mètres de profondeur. Mais il n'a fallu qu'1 an pour qu'elle devienne le Titanic des plateformes pétrolières. 15 mars 2001, 12h20. Du gaz naturel s'échappe d'une valve et s'accumule dans une des colonnes de soutien. Les alarmes se déclenchent alors que le gaz inodore et invisible commence à envahir la coque. Et soudain, une étincelle provoque une série d'énormes explosions. La plateforme gîte de 30 degrés dans l'océan Atlantique. 11 hommes sont tués. Des navires de secours se précipitent pour sauver les survivants et la plateforme sinistrée. Au bout de 5 jours, la P-36 sombre par 1400 mètres de fond. C'est une perte d'1 demi-milliard de dollars. Des milliers de litres de brut et de diesel se répandent dans l'océan. L'équipe réussit à sceller le puits avant le naufrage de la plateforme, évitant ainsi une grosse catastrophe écologique. Pour cette fois. Mais cet accident est là pour rappeler les risques que nous prenons en allant chercher l'or noir de plus en plus loin en mer. Il est impossible de calculer ces risques. Les puits sont une menace constante pour l'environnement. Une marée noire de grosse importance, causée par une de ces plateformes, pourrait détruire les plages, abîmer tous les marais et tuer la vie sauvage. Les coûts d'un nettoyage de grande envergure atteindraient des millions de dollars. Et ça pourrait durer des années. Les mesures de sécurité, la technologie et l'expérience peuvent minimiser le risque d'erreur humaine. Mais il y a certains facteurs qu'on ne peut pas contrôler, comme l'emplacement des gisements de pétrole dans des endroits de plus en plus éloignés et dangereux. Un quart de la production de pétrole américaine est concentrée dans le golfe du Mexique, une zone dangereuse plus de 6 mois de l'année. La saison des ouragans. 3 semaines après Katrina, de nombreuses plateformes ont refait couler le pétrole. Mais à l'horizon, une autre tempête menace. Et les plateformes sont à nouveau en péril. L'EVA 4000 est en train de forer à plus de 160 km des côtes quand l'ouragan Rita nous arrive des Caraïbes. C'est l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans le golfe du Mexique. Sur Terre, Rita fait beaucoup moins de dégâts qu'on aurait pu le craindre. Mais au large, une fois encore, le bilan est catastrophique. La tempête suit une trajectoire plus à l'ouest et dévaste les zones qui avaient été épargnées par Katrina. C'est comme un coup porté en 2 temps qui fait de cette saison des ouragans la pire de l'histoire des États-Unis. Une des colonnes de soutien de l'EVA 4000 est déchirée sur près de 6 mètres. Je croyais cette plateforme indestructible, et quand je suis descendu dans la colonne et que j'ai vu ce trou, j'ai été stupéfié par l'ampleur des dégâts. Ce qui est arrivé à l'EVA 4000 n'est pas très clair. Mais l'énormité du trou semble prouver qu'il y a eu quelque part une collision colossale. La carapace d'acier de cette superstructure a été déchirée comme du papier. C'est incroyable quand on voit cette épaisseur d'acier. On se demande comment ça a pu craquer comme ça. Il faudra des semaines pour réparer ce géant blessé. Mais
il a survécu à ce que le Golfe pouvait offrir de pire, pour l'instant. Prix à payer pour cette saison des ouragans, 115 plateformes détruites, 52 endommagées. La grande plateforme s'en est mieux sortie que beaucoup d'autres. Et quand reviendra la saison des ouragans, le VA4000 sera à nouveau en mer, de plus en plus loin du rivage, dans des eaux de plus en plus profondes, repoussant une nouvelle fois les limites du possible, cherchant du pétrole aux confins de la planète, et même au-delà.